Bonjour, bonjour chers co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec la délicieuse Marion. Mon Dieu que j'ai hâte de faire cette interview. Marion, c'est un vrai privilège et un honneur d'être avec toi aujourd'hui ici à Bordeaux, merci. Merci Lilou, bonjour à tous. Coucou à tous les délicieux co-créateurs, je vous promets que cette interview, elle est canonissime, il faut rester là avec nous pendant toute cette conversation parce que des profils comme Marion, j'avoue, le parcours que tu as eu, il est atypique, hyper inspirant. On s'était croisés au Tao Garden en Thaïlande et je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'elle est rayonnante cette femme. Je ne savais rien de toi. Après, j'ai découvert que tu avais monté plusieurs fois l'Everest, rien que ça, 8848 mètres. Pour avoir fait un petit peu de montagne à haute altitude, ça demande énormément de ressources. Tu es partie très très jeune au Tibet. Voilà, tu as ce parcours en tant que nonne aussi bouddhiste. Tu as descendu 10 tonnes avec une équipe bien sûr, mais 10 tonnes de déchets de la face nord du mont Everest. Enfin, c'est un parcours que tu nous retraces ici dans ton livre qui est hyper inspirant. Marion, respire, tu es vivante. Que de pépites dans ce livre. Merci d'être sortie de ta zone de confort parce que là, c'est bien différent de la montagne, je suppose, de faire des interviews et d'être propulsée d'un seul coup en Europe, non ? Oui, c'est une nouvelle phase de ma vie qui s'ouvre, qui donne lieu à plus de partage. Ouais. Il y a là aussi la possibilité de parler, en fait, qui est venue d'un travail intérieur, mais aussi d'une sortie du Tibet qui me permet de parler. Ouais. Et ouais. Quand tu as mis les pieds la première fois au Tibet, et à Lhasa, plus particulièrement, qu'est-ce que tu as ressenti ? C'était quand même émouvant. C'est sorti de nulle part, ça, cette émotion, non ? Oui, il y a eu un double mouvement, en fait, comme une sorte de respiration. La première fois que je sors de l'avion et que je respire l'air du Tibet, donc un inspire de lumière, de la vastitude de l'espace du Tibet qui m'envahit complètement. Et puis dans l'expire, en fait, je me dépose dans cette terre qui m'accueille et je ressens en même temps toute la souffrance en fait qui a duré pendant des décennies et qui habite encore en fait par différentes mémoires ce lieu et qui en fait a réveillé une mémoire cellulaire dans mon corps qui était là avec une forme aussi d'oppression et de violence qui était contenue. Tu as senti la souffrance, mais c'est fou parce que ton parcours, tu es d'Orgdon à l'origine, mais très jeune, à 16 ans, tu te retrouves à Calcutta, en Inde, tu suis ta meilleure amie, son père a une ONG, et tu vois des lépreux autour de toi, tu vois la pauvreté, et tu sens que cette souffrance, elle te secoue. Tu dis dans le livre, ça m'a secoué les cellules. Oui, en fait, avant même d'arriver au Tibet, j'avais déjà en fait eu cette intimité forte. J'avais vécu cette intimité forte avec la souffrance, et j'avais déjà en fait entamé tout un travail de reliaison, en fait, de revisiter ce que la souffrance pouvait en fait m'apporter comme moyen de me réveiller, comme une forme de déclic en fait à une sagesse qui se cache derrière la souffrance. Et qui, par le biais d'un chemin de transformation intérieure, devient une force qui s'appelle la compassion. Et qui, en fait, n'était pas accessible la première fois que je suis arrivée à Calcutta dans les cliniques des lépreux, mais qui m'a quand même ouvert les yeux à quelque chose de plus grand que simplement ressentir la souffrance de l'autre. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, après, j'ai vraiment souhaité, entre l'âge de 16 ans et 18 ans, orienter mes études vers en fait un apprentissage qui clairement allait me donner des clés et une pratique, un entraînement de l'esprit pour développer en fait une manière d'être qui ressent la souffrance de l'autre, mais qui arrive en fait à revenir dans une connexion à ses ressources intérieures par l'ouverture du cœur, jusqu'à ce que ce rayonnement en fait de cette énergie puisse revenir vers l'autre sous la forme d'une action tournée vers contribuer en fait à son bien-être, à soulager sa souffrance. Parce que tu nous parles, tu dis, ça s'appelle la seva. Voilà, alors ça c'est vraiment une notion que j'ai appris en Inde, qui vient donc du sanskrit, qui veut dire le don désintéressé de sa personne, sous la forme d'un service. Donc le service, il peut s'exprimer toutes les formes possibles au vivant, c'est-à-dire prendre soin de la nature, prendre soin des autres, des humains, prendre soin même ça peut être d'un engagement au niveau des idées en fait, pour développer toute une
voilà, toute une réflexion et une manière de communiquer autour d'une idée. Hein. Donc ça va du plus abstrait au plus concret, mais en tout cas, c'est se mettre au service de quelque chose qui est plus grand que soi-même. Ouais. Et ça t'est arrivé plusieurs fois. On va dire même c'est le chemin de ta vie. Oui, c'est la manière en fait d'exprimer cette résonance avec une émotion en fait de sentir le problème ou la souffrance de l'autre et en fait de le mettre en action pour par la compassion se mettre au service de soulager cette souffrance. Et je veux dire, quand tu as ressenti ta propre souffrance, parce qu'à un moment, après avoir suivi un maître bouddhiste, après avoir décidé de complètement t'immerger dans ce milieu bouddhiste, monastère, d'être déplacé là-bas, qu'est-ce que tu as ressenti ta propre souffrance? Je veux dire, tu la laisses te traverser, comment tu vis avec ça et en quoi c'est un chemin vers l'éveil? Oui, en fait, c'est quand même vraiment découvrir l'ombre qui devient finalement l'accès à quelque chose qui va me dépasser, qui en fait au départ me bloque. Donc l'ombre, la souffrance, c'est ce qui est gelé en moi, en fait, qui n'arrive pas à s'exprimer et qui devient finalement une emprise au bout d'un moment. Et comment la transpercer, hein, la transmuter, hein, pour que ça devienne une force véritablement, que ce soit une vulnérabilité qui est au service en fait d'un projet qui te permet de passer au-delà. Et donc ça, ouais, moi, comment ça s'est concrétisé, hein, parce que tout simplement, j'ai senti la grande souffrance d'une terre, hein, de la terre du Tibet, hein, qui était écologiquement en péril. Et puis voilà aussi la souffrance d'un peuple. Et comme en fait je me sentais en fait j'avais l'impression d'être Tibet, hein, de faire totalement partie de cette terre. Donc la fusion était telle qu'à un moment donné, la masse de souffrance m'a submergée. Il a fallu qu'en fait vraiment je puisse passer en fait à un cap de revenir complètement à recentrer sur moi-même. Hein, pour... C'est venu chercher la petite fille de 6-7 ans. Oui, jusqu'à des petits épisodes de ma vie où je me sentais exclue, où je voulais absolument appartenir en fait à un groupe, et j'avais besoin de faire en fait cette sorte de diffusion avec la terre ou avec le groupe ou avec l'appartenir à, pour arriver en fait après à me désidentifier et à avoir plus de ressources en moi-même en fait et me reconnecter, hein, à me recentrer à une force beaucoup plus large et beaucoup plus spacieuse qui était plus de ressources pour me mettre au service de quelque chose. Ouais. Donc tu as vécu ces pics, je veux dire ces montagnes russes, toi aussi, comme dans tout éveil. J'ai l'impression qu'on passe tous par ces étapes où d'un seul coup on se sent, on touche cette grâce, où on entraîne la vie, où elle nous traverse, et d'autres où on a l'impression de redémarrer à moins quelque chose, non? Comment tu as vécu comment tu vis ces hauts et ces bas? Oui, moi ce que vraiment m'a appris le Tibet et la montagne, c'est cette force tranquille, cette immobilité, cette stabilité qui en tibétain se traduit par le mot Sem-Shuk. Sem-Shuk, c'est la force de détermination. Donc c'est le Sem, l'esprit, Shuk, c'est la force. C'est quelque chose qui est immuable, c'est-à-dire que quelles que soient les situations, les contextes qui, eux, en fait, vont changer continuellement, il y a quelque chose en moi qui perdure et qui me permet en fait, de traverser ces hauts et ces bas. Et ça, en fait, c'est comme un muscle, en fait, c'est quelque chose qui s'entraîne. Mais c'est en fait développer une confiance dans le fait que c'est là et que c'est de plus en plus présent en fait quand on le reconnaît et qu'on le laisse infuser en fait tous les domaines de sa vie. Hein. Donc cette fameuse Sem-Shuk, elle était renforcée en fait par le Tibet et par la montagne. C'est comme un mantra, tu te le répètes presque. Oui, c'est un entraînement de l'esprit de poser. Juste de se le répéter, ce mot-là, j'ai l'impression qu'on peut rentrer un peu en transe. C'est l'idée. Enfin, au Tibet, il y a pas mal de mantras comme ça qui accompagnent les prières et la pratique quotidienne, non? Oui, qui sont à la fois dans une forme d'énergie paisible d'un côté et à la fois d'une énergie beaucoup plus dans la puissance, avec une forme même qui peut être dans des aspects en fait courroucés, hein, c'est-à-dire d'utiliser en fait la force et l'énergie en fait de
de violence, même pour la retourner et la ramener en fait à une fermeté dans sa posture qui reste droite et qui reste déterminée et qui n'a pas peur en fait de traverser tous les hauts et les bas dont on parlait avant. Et ça, pour la montagne, c'est vrai que pour les ascensions, ça aide beaucoup. Et puis pour un travail sur le long terme, donc de presque 18 ans au Tibet, c'est indispensable. 18 ans quand même. Première femme européenne à avoir monté le mont Everest. Enfin, je regardais les chiffres et 3 fois. La première européenne, mais voilà, la première européenne à avoir grimpé 3 fois. 3 fois, voilà, c'est ça. Et c'est seulement, je lisais dans le livre, mais c'est seulement depuis 1953 qu'on commence cette ascension, qu'il y a eu une première personne qui est arrivée au sommet. Et il y a 14 000 apparemment alpinistes qui depuis ce jour-là, tentent de monter, que 4 000 arrivent au sommet. Et sur ces 4 000, il n'y a que 8% de femmes. Donc c'est quand même. Donc tu nous expliques que pour monter, enfin je suppose que pour arriver à ce sommet à 8848 mètres, où l'oxygène est rare, il fait froid, on a faim, etc. C'est cet entraînement de l'esprit que tu as appris de ton maître tibétain et d'être nonne et d'avoir passé ce temps dans les monastères, etc. T'a énormément aidé. Oui, ça. En fait, c'est vraiment sur la base d'une formation bouddhiste que après, en fait, sous une forme laïque au Tibet. J'ai pu pratiquer et exercer en fait, dans les différents domaines de la vie, que ce soit privé ou professionnel. Et qu'est-ce qui fait partie de cet entraînement ? Donc bien sûr, le premier point, c'est la compassion. C'est-à-dire que la souffrance est un point de départ en fait, pour passer à travers et aller voir en fait, ce qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire que quand on retrouve ces ressources pour mettre en action un engagement, à se mettre au service d'un travail collectif. Donc ça c'est vraiment le fil conducteur. Ensuite, il y a cette force de détermination qui est quand même sur le long terme, comment en fait rester dans une endurance pour aller jusqu'au bout d'une action. Et puis finalement, après, il y a aussi la notion de partage et de transmission, c'est-à-dire que évidemment, je n'ai pas pu faire ça toute seule. Et évidemment, j'ai conscience que c'est pas une action finalement qui va permettre d'apporter une transformation au niveau plus global. Donc c'est cette perception plus globale d'appartenir à un cercle très vaste en fait d'acteurs du changement et de souhaiter en fait contribuer à les aider simplement par la transmission ou par le partage à ce que cette énergie en fait puisse se rayonner et s'encourager les uns les autres en fait dans toutes les actions qu'on mène. On va reparler de comment tu as réussi à descendre 10 tonnes de la face nord de l'Everest avec les guides et à enrôler, à partager ta vision aussi avec de nombreuses personnes et leur transmettre qu'on pouvait être alpiniste et écologique. Donc il y a énormément de notions. Mais raconte-nous d'abord le passage en 2017, ce qui s'est passé avec ces Indiennes. Parce que tu avais l'habitude, toi, de contacter ta météo intérieure, de revenir à l'intérieur de toi. Mais justement, pour retrouver cet ensemble, parle-nous de les conditions et ce qui est vraiment venu te chercher ce jour-là, lors de ces derniers 50 mètres, je crois. Oui, déjà en 2017, pour recontextualiser, donc c'était la 3e fois que je montais au sommet de l'Everest. Ouais. Donc je savais qu'il y avait un enjeu aussi pour les femmes de battre ces records, de monter sur l'Everest. Je voyais qu'en fait, il y avait ce petit groupe d'Indiennes qui venaient pour la première fois, qui avaient beaucoup de difficultés parce qu'elles n'avaient pas tellement d'expérience. Elles venaient de villages en fait, en basse altitude en Inde et elles avaient fait tout un parcours dans l'armée en fait, pour se former, pour être dans des bonnes conditions physiques pour arriver là-haut. Et puis juste avant en fait, le sommet, il y avait un passage en fait, sur une paroi verticale rocheuse où il y a des échelles. Et cette zone, en fait, elle est périlleuse. Le risque est assez grand. Et il y a un certain nombre d'alpinistes en fait, qui renoncent à cet endroit parce que la peur en fait, de monter en sachant qu'il va falloir redescendre cette paroi verticale fait trop peur. Donc là, en fait, il y avait ce petit groupe d'Indiennes qui était juste devant moi et qui bloquait l'accès en fait, pour aller jusqu'au sommet et qui avait
clairement pris beaucoup plus de temps que nécessaire pour monter. Donc je sentais bien qu'elles étaient en difficulté. Et là, ta vie est en danger aussi pour le coup. Voilà, en fait, c'est-à-dire que rester trop longtemps dans des zones en fait, où l'oxygène manque, où il fait très froid, le découragement arrive rapidement. Et puis après, en fait, même l'envie Même l'oxygène, parce que vous êtes avec des bonbonnes. Oui, puis donc si on en utilise trop à cet endroit, après il n'y en a plus assez pour monter jusqu'au bout. Et puis moi j'ai vraiment des problèmes avec mon petit gabarit en fait pour... Ah oui, parce que c'est une crevette. Hein. C'est impressionnant. Voilà, donc j'ai très vite froid en fait. Donc je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps à attendre. Et puis donc je sentais mon inconfort qui était de plus en plus marqué. Et le mental. Et voilà, et tout le mental. J'ai l'habitude en fait d'aller vite et de doubler tout le monde et puis de me dire bon bah de toute façon voilà, l'ascension c'est l'ascension et puis voilà, après mon travail sur comment je me connecte aux autres, c'est un peu cloisonné, c'est-à-dire qu'à ce moment-là c'est pas vraiment le moment de vivre ça. Alors que cette tendresse, c'est peut-être pas le moment de vivre cette connexion. Voilà, il n'y a pas beaucoup de tendresse à cette attitude. Et pourtant, cette année-là, en fait, j'avais posé une intention. Donc, au moment du départ, il y a 2 jours ou 3 jours avant le départ, où je m'étais dit, en fait, cette ascension, je veux vraiment la faire parce que j'ai envie de vivre la connexion. C'est ça qui compte plus que le sommet, qui compte plus que... Alors qu'il y avait un enjeu derrière. Voilà, tous les records, tout ça, c'est vraiment plus ça l'enjeu pour moi aujourd'hui. Donc la connexion à l'autre, ça n'a jamais été une chose si facile déjà dans un contexte habituel. Et là, encore moins évidemment. Hein. Donc je m'étais posé quand même ce défi qui était assez majeur pour moi. Et donc là, à ce moment-là, avec cette intention, avec tout mon inconfort qui grandit et qui finalement m'amène à un endroit en moi où je sens que l'inconfort de l'autre et mon inconfort, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vois dans ces Indiennes tout ce qu'elles sont en train de vivre. Je me rends compte que l'autre, en fait, c'est moi, qu'il n'y a pas de différence. On est vraiment face à notre histoire, en fait, qui est la même. On partage une humanité aussi dans notre... mission en tant que femme. Là, parce qu'elle voulait revenir dans son village, hein, c'est ça, avec quand même ça en... dire qu'elle aurait monté l'Everest. Oui, vraiment avec cette intention, elle, de son côté, vraiment de ramener tout ça dans son village, à toutes les femmes, et qu'elle puisse montrer en fait cette émancipation complète de qui elle est, de son être prête à vraiment gravir les montagnes et puis à ramener sa beauté de femme dans toute sa plénitude. Cette conversation, d'un seul coup, hein, c'était venu en tête et là, ça t'a touché. Ouais, notre humanité partagée, ça a réchauffé mon corps. Donc en fait, toute la chaleur humaine en fait, hein, que j'ai redécouvert à ce moment-là, dans mon humanité aussi qui était là. Et ça m'a redonné en fait un nouveau élan de passer en fait ce passage difficile d'une autre manière que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire en prenant mon temps, en bougeant certes pour me réchauffer, mais en étant tout le temps avec elle, en soutien. Alors j'ai pas pu les porter non plus, hein, mais j'étais là, j'étais vraiment là, pleinement là. Et là, tu t'es dit au sommet, comment tu l'as vécu? C'était différent des autres? Là, l'expérience, c'était le jour et la nuit. Parce que tout d'un coup, en fait, j'étais plus tout dans mon mental, en train de chercher à battre des records ou à me dire, voilà, je suis arrivée à un temps d'heure, ce qui est d'habitude, voilà, mes records, je vais très vite. C'est combien? Tu montes en combien de temps? Je me lève vers minuit et je suis au sommet entre 6 et 7 heures. Tu pars de quel camp? À 8300 mètres. Donc au camp 3 et donc j'arrive avant même le lever du soleil, donc c'est en plus pas très accueillant comme manière d'arriver au sommet et en fait je me dis mais pourquoi je suis là, et puis je redescends tout de suite et puis bon, je passe à autre chose, alors que là en fait j'ai vécu l'expérience de manière beaucoup plus complète et aboutie en fait dans la connexion avec l'autre et avec cette chaleur. Non seulement avec d'avoir pris plus de temps, d'être arrivé avec beaucoup plus d'énergie et avec cette connexion au cœur. Oui, qui reste en plus dans le temps.
Bah, c'est ça en fait, c'est qu'après, elle m'a pas lâché cette connexion du cœur. Je suis redescendue avec. Donc ça a vraiment aussi transformé beaucoup de choses dans ma vie au niveau de comment j'arrive à retrouver cette possibilité en fait dans toutes les situations de faire passer en fait cette qualité de connexion avant même la recherche d'un résultat. Ouais. Ça t'a renvoyé, est-ce que ton maître t'avait dit que tu en voulais beaucoup trop? Toujours trop, Marion, tu en veux trop? Oui, il y avait cette tendance extrêmement forte dans mon cas, dès toute petite en fait, à pas en fait ressentir dans ce que je suis la complétude de ce que c'est. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Il manque quelque chose et donc je vais aller chercher en faisant trop, en faisant plus, quelque chose qui se surajoute et qui finalement me met dans une posture où je deviens plus fausse, où finalement ça me fatigue parce que je suis plus moi-même en fait, tout simplement. Donc tout cet effort, mon maître l'avait vu quand je suis arrivée au monastère à 18 ans et que je faisais des visualisations assez complexes et donc je lui posais des tas de questions et puis j'en rajoutais et tout ça et puis il me dit mais en fait en une seule phrase il me dit mais tu en veux trop. Et en fait il a pointé du doigt ce qui allait être tout le chemin finalement de déconstruction de ce trop dans tous les aspects de ma vie, hein. Et encore aujourd'hui, c'est mon baromètre pour savoir si je suis juste là, présente avec ce qui est, ou bien si je suis en train d'essayer justement de vouloir en rajouter, hein. Ouais. Quelles sont alors les leçons de tout ça? Parce que tu dis vers la fin, ensemble, on va plus loin, enfin seul, on va loin, mais enfin tous ensemble, c'est quand même, on le vit à un autre niveau. Il y a cette fameuse phrase. Oui, alors en montagne ou comme ailleurs d'ailleurs, en fait, tout seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus loin. Et là, c'est typiquement ça, d'être là dans l'instant, ensemble. Alors, je veux dire, comment tu vis ta vie maintenant au quotidien, on va dire Qu'est-ce que tout ça, toutes ces expériences d'être au contact de moines tibétains, d'avoir monté l'Everest plusieurs fois, d'être au contact de cette déesse aussi, parce qu'elle est vue comme une vraie déesse, je veux dire, d'avoir été si proche de la nature, d'avoir respiré en toi, d'avoir fait ce chemin intérieur que beaucoup cherchent en ce moment. Où en es-tu ? Alors aujourd'hui, c'est vraiment cette notion justement de non-effort, hein, qui me permet justement d'être comme un baromètre, hein, de là où en fait il suffit simplement que je sois moi-même, hein, pour donner finalement ce qui est là. Parce que si je cherche en fait à vouloir rajouter quelque chose, mais qui se fabrique par-dessus, automatiquement, je vais être en fait dans un don déjà qui est forcé, qui n'est pas d'une source qui va pouvoir en fait jaillissante, qui va pas pouvoir se régénérer facilement parce qu'il y a trop d'efforts. Ouais. Donc aujourd'hui, simplement l'acceptation de l'être en tant que, déjà complet, reconnaître que la source de cet être n'a rien à acquérir ni posséder. Voilà, exactement, acquérir posséder de plus que ce qu'elle est. C'est une leçon de vie assez puissante dans la manière dont après, dans chaque action, chaque rencontre, le jaillissement peut se faire plus naturellement. C'est un chemin, moi je ne suis pas du tout encore dans cette reconnaissance à chaque instant que mon être profond suffit en lui-même et que ça suffit. Voilà. Non. Mais c'est tentant de s'identifier là aussi, après, quand on est sur cette voie spirituelle, à là où on en est dans cet éveil, non ? Tu t'es trouvée des fois prise au piège par cette autre identité qui t'en a chassé plusieurs, mais celle-là ? Mais absolument, comme dans n'importe quel autre chemin, on va dire, non spirituel. C'est-à-dire que la tentation de se prendre des rôles ou des masques ou des identités qu'on se fabrique et auxquelles on croit très fort et tellement fort qu'après on n'arrive même plus en fait à s'en détacher. C'est ce qui se passe dans mon chemin spirituel. J'ai vu de nombreuses identités se former avec celles qui voulaient bien méditer, celles qui voulaient bien être traductrices de ses maîtres ou celles qui voulaient en fait être au service plus que les autres pour accomplir des grands projets ou donner même dans la compassion de manière illimitée avec toujours en fait en fait chercher quelque chose qui n'est pas déjà là et qui serait même dans la quête de l'éveil, donc une sorte de
de carottes ou d'objectifs à suivre et qui en fait nous empêchent véritablement de se reposer dans ce que l'on est. Alors, ta motivation était très grande quand même pour encourager et créer tous ensemble ce grand projet de Clean Everest et en 3 ans de descendre ces 10 tonnes. C'est quand même pas rien à mettre en place. Comment tu t'y es pris? Je suppose que tu avais déjà une proximité avec les Tibétains à ce stade-là, qu'il y avait déjà des choses que tu avais compris et que tu t'es intégré à la communauté. Parce que vous l'avez créé tous ensemble, ça, finalement. Oui, alors ça, c'est quand même un long parcours à raconter avec déjà mon arrivée au Tibet, parce que mon maître de méditation m'avait envoyé en fait en mission auprès des populations nomades de sa région natale, à côté du mont Kailash, pour les aider à passer une transition d'un mode de vie traditionnel à un mode de vie moderne. Donc ça, c'était un peu la graine en fait, posée, c'est-à-dire que comment vivre une transition dans des périodes de grands changements. Donc après, ça s'est traduit en 2008 par un déclic de passer en fait du modèle ONG pour l'aide aux accompagnements en fait, de cette population nomade à finalement un modèle beaucoup plus basé sur l'autonomie, où ce sont les entrepreneurs tibétains qui deviennent les acteurs en fait, de leur propre changement et qui prennent toutes les décisions, justement les choix de vie qui sont les bons pour eux. Parce qu'il y avait combien d'ONG sur place? Parce que tu les as vues évoluer aussi, être là, et qu'est-ce que tu en penses? Alors il y en avait une grosse vingtaine quand je suis arrivée en 2002 jusqu'en 2008. Elles sont toutes parties en 2008. Ensuite, donc je suis revenue moi-même en tant qu'entreprise au Tibet, où là j'ai décidé vraiment de complètement changer ma vision des choses et de travailler sur un réseau d'entrepreneurs tibétains qui avaient donc déjà un projet économiquement viable pour la plupart, mais qui voulaient réintégrer les valeurs tibétaines dans leur modèle de développement. Donc ça, c'était un grand virement dans mon projet où je me suis tournée donc vers les entreprises tibétaines dans le milieu de la haute montagne qui eux-mêmes avaient en fait ce désir très fort de réintégrer les valeurs de respect de la montagne dans l'industrie la très haute montagne au Tibet. Et c'est eux qui m'ont demandé de venir en tant que formatrice, consultante, dans leur cercle. Donc ils étaient une centaine de guides. Et ils m'ont amené petit à petit en fait, en très haute montagne, depuis 2012 jusqu'à 2019, chaque année en fait, sur des sommets. Ils me formaient en fait, aux techniques himalayennes, pendant que moi je les formais à une charte environnementale en fait, pour développer des expéditions éco-responsables. Donc c'était un échange de compétences et qui nous a amené progressivement en fait, à monter une charte donc très précise sur les bonnes pratiques environnementales en très haute montagne. C'était pas tout à fait ça? Non, il n'y avait pas du tout de repères ou même de dispositifs concrets en fait, pour arriver à déposer les déchets, les collecter et puis après les faire redescendre. Donc il a fallu à la fois faire le grand nettoyage du passé, une trentaine d'années d'expéditions commerciales sur l'Everest, sur la face nord. Et des avalanches Oui, avec tout ce qui avait été en fait, laissé les années où il y avait eu des drames sur la montagne, ce qui arrive assez souvent. D'avalanches ou de tempêtes qui empêchent en fait, les équipes de monter, mais tout le monde doit redescendre précipitamment. Donc là, forcément, les déchets sont laissés sur place. Ils ont parlé de ça, juste des personnes qui vont monter avec leur équipement et qui, à la descente en mode survie, vont laisser ça derrière eux. Quel genre de déchets? Voilà, déjà, de toute façon, chaque année, il y a plus on va dire de déchets qui sont montés que ceux qui sont redescendus. Donc on a mis en place un système en fait, d'amende pour ceux qui ne redescendaient pas la totalité de leurs déchets. Il y a un contrôle sur la propreté des camps au moment de la redescente. Et puis pour ces déchets qui sont vraiment en très haute altitude et qui ne peuvent pas être redescendus par des équipes on va dire amateurs ou bénévoles, on a en fait des équipes professionnelles qui sont payées par kilo, qui sont pesées. Donc on a une petite balance à 6500 mètres qui nous permet de collecter. Ça paraît irréel ces chiffres d'altitude. Ouais, 6500 mètres, c'est un point stratégique parce que c'est l'endroit où les yaks
peuvent monter en fait donc à pied en portant les sacs donc d'équipement jusqu'à 6500 mètres. Et ils redescendent à vide. Donc quand on les fait redescendre, on met les sacs de déchets. Voilà, il y a différentes rondes qui ont lieu sur la durée de l'expédition qui dure 2 mois. Donc il y a quand même beaucoup de déchets qui sont créés au fil des 2 mois, plus les anciens déchets des années passées qu'il faut aussi bien redescendre. Donc ça, c'est toute une organisation. Et grâce aux yaks qui arrivent à monter jusque-là, grâce aux camions après qui sont à 5200 mètres qui arrivent de Lhasa et qui peuvent aller vers les différentes décharges. Ça, et toi, combien d'altitude? Lhasa, c'est à 3600 mètres. Déjà. C'est déjà un beau petit palier pour s'habituer, commencer à s'habituer à l'altitude. Ouais, donc là, au camp de base, on peut en fait compresser les déchets. Il y a un compresseur de déchets. Il y a un tri des déchets avec les eaux usagées, les déchets recyclables et les déchets non recyclables. Et puis, il y a après donc, différentes filières de recyclage. Et il y a même aussi maintenant un réseau d'artistes contemporains qui récupèrent un certain nombre de ces déchets qui arrivent des plus hauts camps, au-dessus de 7000 mètres, et qui, avec ces déchets qui sont essentiellement des canettes ou des déchets métalliques dans des arceaux de tentes, de vieux crampons, de bouteilles d'oxygène, qui récupèrent tout ça et qui sont en train de faire des installations donc d'art contemporain, donc des artistes tibétains qui ont mis en fait dans le musée de la montagne à Lhasa une exposition permanente qui permet en fait de sensibiliser l'ensemble des populations qui passent par Lhasa, donc tous les Tibétains, pour que ce problème en fait de pollution sur les montagnes soit pas donc un problème sur tout le Tibet en fait qui s'aggrave, mais qu'au contraire il y ait vraiment chez les jeunes une conscience dès le départ que c'est possible en fait de récolter les déchets, de les trier et d'en faire quelque chose. Et de s'exprimer, parce que ça aussi c'est quand même énorme de pouvoir s'exprimer créativement. Ils se sentent à l'aise de faire ça maintenant. Ouais, il y a vraiment une nouvelle identité chez les jeunes qui est en train qui se profile, là, de prendre ce rôle en fait de gardien de l'environnement très au sérieux et d'y trouver en fait aussi toute une force de retrouver en fait une identité avec ses valeurs et pas. Là en fait le Tibet a cette conscience écologique qui est inscrite quasiment dans l'ADN de ce peuple. Parce que la conscience écologique était là en fait depuis le début. C'est juste que la modernité a créé de telles grandes transformations dans la vie quotidienne du Tibet qu'en fait les savoirs traditionnels ancestraux ont été oubliés, mais ils sont à fleur de peau. Ils sont prêts à émerger dès qu'on leur donne une petite place pour s'exprimer. C'est beau ce qui a été fait. Tu te sens satisfaite de ça, ou il y a plus que tu souhaites encore partager avec les Tibétains? Alors aujourd'hui, le vrai grand projet pour lequel je m'implique depuis le début de mon arrivée au Tibet, c'est l'Institut en fait, des savoirs nomades. Donc c'est un lieu de connaissances à la fois traditionnelles mais aussi modernes sur la préservation de l'environnement et de l'écosystème du plateau tibétain, pour que justement tous les jeunes, et notamment les jeunes qui veulent redevenir nomades, c'est-à-dire éleveurs de yaks, puissent retourner en fait sur cet immense plateau couvert donc de pâturage où les troupeaux peuvent donc de yaks essentiellement, mais aussi de moutons, de chèvres, donc peuvent continuer en fait de tourner parce qu'ils passent d'un camp à un autre. Selon l'endroit où les pâturages se reverdissent d'année en année. Et de pouvoir en fait garder cette terre fertile grâce en fait à tous les excréments des troupeaux qui permettent en fait de restaurer le sol et l'arborisation qui est nécessaire en fait pour que le manteau herbeux en fait permette de garder l'eau et l'humidité du sol, pour pas qu'en fait il y ait des failles qui se créent en fait par l'érosion et après des zones entières qui sont désertifiées à cause de l'érosion par le vent, et qui en fait
creuse dans le permafrost des failles qui sont tellement profondes qu'en fait toutes les émanations de CO2 et de méthane se libèrent dans l'atmosphère et créent en fait accélèrent en fait le réchauffement climatique. Et puis même pourrait éventuellement, enfin on le sait déjà d'ailleurs, faire monter à la surface des bactéries infectieuses très anciennes qui pourraient de nouveau en fait... C'est d'actualité ça, oui. Ouais. Parce que tu l'as vu toi au fur et à mesure des années, le Tibet, petit à petit, le réchauffement climatique réellement impacté, tu l'as vu devant tes yeux? Oui, moi j'ai vraiment senti dans cette terre et dans mon corps tous les effets que ça avait en fait de la dégradation en fait des terres et tout l'effet du réchauffement climatique et qui bien sûr une partie peut être renversée en fait et les savoir-faire traditionnels nomades sont mais alors un trésor de sagesse pour rétablir cet équilibre et une sagesse d'harmonie de vie entre l'homme et la nature qui est assez unique et rare aujourd'hui parce que en fait des populations qui ont à peine perdu ce mode de vie et ce mode de pensée, cette perception de l'homme dans la nature qui n'en est pas séparé au final, qui n'a pas vécu cette rupture de l'homme qui tout d'un coup se met à essayer de dominer la nature. En fait, pour eux, ça n'a jamais été dans leur actualité. Donc, c'est juste tout récent, mais c'est même pas encore actualisé pour eux. Donc, c'est vraiment une possibilité de renverser cette force de la modernisation qui pourrait effectivement... S'installer trop longtemps, là, elle n'a pas pu. Ouais. Elle n'a pas pu encore, ouais. C'est super satisfaisant pour toi. Oui, c'est un projet qui est encore en cours et qui me donne aussi envie justement de continuer et d'y retourner. Et d'y retourner, absolument. Ouais. Non, je continue de... Ça te manque ça, la haute altitude et la montagne et les Tibétains et le Tibet? Oui, il y a encore une part de moi, même si elle est maintenant moins identifiée à cette souffrance du Tibet auquel je m'étais complètement laissée fusionner, qui maintenant a plus de ressources pour arriver avec ce petit regard d'extérieur, en fait. Ce recul, ouais. Ouais, du recul pour arriver à trouver même des réseaux de personnes qui travaillent dans le même sens et de trouver cette conscience collective en fait qui nous porte. Mais bien sûr que mon point d'ancrage sur la transformation que j'ai vécue et maintenant que je redonne en échange vers l'extérieur du Tibet, elle a sa force, elle a ses racines dans cette terre et j'y retournerai. C'est fou le bruit qu'on entend en extérieur, là, je sais pas d'où ça vient, mais le ciel entier est en train de gronder. Il y a des bruits comme ça, des fois en haute montagne. Ah oui. Au contraire, c'est le silence pur. Oui, alors des bruits de grondement forts comme ça peut être une avalanche. Donc ça m'est déjà arrivé de me prendre une avalanche sur la tête. Oui. Ça crée des petits traumatismes vrai dans le corps qui, dès qu'il y a un bruit, se réveille et qu'est-ce qui va me tomber dessus? J'ai encore plein de questions à te poser, Marion, mais je te remercie beaucoup de cette interview et je sais qu'on aura l'occasion de se revoir et d'en reparler parce que c'est plein de pépites en te lisant, mais tu écris super bien en plus. C'est vrai que c'est un vrai régal avec toutes ces anecdotes et ces clés spirituelles et écologiques et tout que tu nous fais vivre à travers ta propre aventure. Vraiment, une fois de plus, merci pour le courage que ça demande d'aller jusque-là. Et j'avais encore des questions, j'ai encore une dernière question, mais elle ne vient pas. Donc, s'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous en dernier pour clôturer cette interview. Simplement peut-être la fin le dernier chapitre de mon livre sur la vulnérabilité qui devient vraiment une force. Donc avoir confiance dans justement voir l'ombre pour la ramener à la lumière. Ouais. Et ce côté de laisser la femme aussi en toi maintenant rayonner, puisque tu as dû la mettre de côté pendant un moment. Oui, il y a aussi effectivement la notion de femme rétrécie ou qui n'a pas pris sa vraie dimension parce qu'il y avait justement trop d'ombre dans ce qu'elle avait à donner et aussi bien dans l'expression de ce qu'elle est et que dans l'action et
Et ouais, aujourd'hui, c'est en train de s'ouvrir. Merci beaucoup Marion, quel bonheur de pouvoir t'avoir ici à Bordeaux. Je te fais de gros gros bisous. Et à tous les délicieux co-créateurs, si vous avez aimé cette interview, s'il vous plaît, partagez-la parce qu'elle fait du bien. Et puis alors ce livre, je vous le recommande vivement, Respire, tu es vivante, un bijou. Merci beaucoup Marion, gros gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.